Eh bien, merci beaucoup Bruno pour cette introduction. Merci à tous d'être ici aujourd'hui pour parler d'un domaine qui n'est peut-être pas forcément familier avec ce que vous avez l'habitude d'écouter comme type de conférence et qui s'intéresse à des dimensions relativement petites de la matière, puisqu'on va parler aujourd'hui de taille moléculaire et de mouvements à l'échelle du nanomètre. Et ça va avoir une importance particulière parce que ces mouvements vont être totalement différents de ce qu'on peut percevoir, nous, dans la vie de tous les jours, à l'échelle macroscopique. Alors, si je veux faire un petit comparatif quand même avec l'astronomie, je peux essayer de tracer ici une échelle des dimensions, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et je me rends compte que l'homme est ici aux alentours du mètre, au milieu de cette échelle, avec devant lui, aux grandes échelles, à peu près 10 puissance 9 mètres pour atteindre la taille du Soleil. C'est la dimension inverse, 10 puissance moins 9 mètres, qu'il va vous falloir descendre en échelle pour atteindre la taille, par exemple, de cette molécule, une molécule de fullerène, un C60, d'un diamètre de seulement 1 nanomètre. Alors, au-delà de la taille, qu'est-ce qui est important à comprendre pour le mouvement? C'est que les forces d'interaction qui vont avoir lieu et prendre part à l'échelle du nanomètre, ici, sont totalement différentes de ces échelles macroscopiques où c'est la gravitation qui va dominer, où on va avoir par exemple des forces d'inertie qui vont dominer le mouvement. Tout ça n'aura plus lieu à ces échelles du nanomètre et on va avoir des forces de type électromagnétique, alors plus précisément au niveau des atomes qui sont liés entre eux au sein des molécules, on va retrouver des liaisons covalentes où les atomes vont échanger des électrons les uns avec les autres avec une force moyenne aux alentours de 100 kcal par mol, et puis tout un tas d'interactions intermoléculaires, cette fois-ci, qui vont être de type ici électrostatique, entre, disons, 1 et 50 kcal par mol, et qui va permettre aux molécules d'interagir les unes avec les autres. Alors ces interactions, elles vont pouvoir être suivant la distance et suivant la direction, c'est des interactions extrêmement dépendantes de la distance entre objets, eh bien, elles pourront être soit attractives, attirer les objets les uns avec les autres, soit répulsives. Et tout ça, ça va créer une dynamique du mouvement qui va être assez particulière et, comme je le disais, très différente de ce qu'on peut voir à l'échelle macroscopique. Par exemple, si on essaye de suivre la trace d'une nanoparticule dans un fluide, eh bien, on va suivre ici un chemin d'une couleur donnée où on voit que ce chemin apparaît de manière très désordonnée. Alors ici, on a un mouvement statistique, un mouvement qui est dit brownien et qui est lié en fait non pas à la cinétique de la particule elle-même, mais à l'interaction que cette particule va avoir avec les autres molécules de l'environnement et qui vont rentrer à des temps très courts en collision les unes avec les autres, de manière à finalement produire un chemin aléatoire, un chemin brownien. Alors, ce qu'on voit en fait ici, c'est une image de la température, c'est-à-dire que ces collisions, elles vont pouvoir se faire grâce à la température, à l'agitation thermique du milieu ambiant, et on va voir que ça va aussi pouvoir être une source d'énergie pour ensuite utiliser cette température dans la production de nouveaux mouvements. Donc voilà, les nano-objets sont dominés par les collisions, les mouvements browniens. Il y a une deuxième force extrêmement importante à laquelle on n'est pas habitué à nos échelles, c'est des forces de frottement extrêmement importantes et donc une grande viscosité du milieu. Donc il y a un article assez célèbre d'un collègue américain, le professeur Astumian de l'université du Maine, dont le titre pourrait être traduit comme nager dans un sirop très épais, si vous voulez, et marcher dans un ouragan. C'est à peu près ce que vous ressentiriez si vous aviez à vous déplacer dans un milieu à l'échelle du nanomètre. Alors comment on va pouvoir faire pour tirer de ce milieu désordonné un contrôle au niveau du mouvement moléculaire? Est-ce qu'il va même être possible de produire un travail mécanique dans de telles conditions? Alors là, on a tout de suite la réponse, parce qu'on peut aller voir du côté de la biologie et on peut observer ce qui se passe au niveau des machines biomoléculaires, qui sont des objets protéiques de taille assez importante. J'en ai représenté ici 2 exemples, et qui nous prouvent que ces mouvements contrôlés peuvent avoir lieu à ces échelles.
En haut à gauche, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle un marcheur de type kinésine. Vous voyez 2 pieds au niveau de cette protéine qui vont pouvoir, de manière cyclique, se placer l'un devant l'autre, à la manière d'un marcheur. L'énergie ici qui est consommée, c'est de l'ATP, une molécule d'adénosine triphosphate. À chaque fois qu'il y a hydrolyse d'une liaison phosphate au niveau de cet ATP, on libère de l'énergie, et cette énergie est utilisée ici pour cycler ce mouvement. Alors ce mouvement, il est bien ordonné, il a lieu sur un rail, c'est un rail de protéines qu'on appelle un microtubule ici, qui est situé dans la cellule et qui va permettre de définir un différent type d'axe de transport dans la cellule, puisque vous voyez que cette kinésine également est capable de transporter sur son dos ou au bout de ses bras, comme vous voulez, une vésicule, donc à travers la cellule d'un endroit donné à un autre. Un autre exemple très connu ici de machine moléculaire, c'est l'ATP synthase, justement cette machine qui fabrique la molécule énergétique qui va servir à faire fonctionner les autres machines moléculaires. Donc vous vous doutez bien que cet ATP est extrêmement important dans l'organisme puisqu'il va faire fonctionner tout ce qui est dépendant en énergie dans les processus cellulaires. Il faut savoir que la quantité d'ATP que vous synthétisez, vous, tous les jours, sans vous en rendre compte, même en étant assis ici, pour vous maintenir dans un état vivant, correspond à la moitié de votre poids. Pour quelqu'un de 70 kg, il synthétise tous les jours 35 kg d'ATP pour subvenir à ses besoins énergétiques. Alors comment ça marche ? Eh bien, ces machines moléculaires, ici vous en voyez 2, sont insérées dans les membranes des mitochondries. Dans ce compartiment de la mitochondrie, vous avez les produits du cycle de Krebs qui vont produire une énergie potentielle sous forme d'un gradient d'oxydoréduction. Et ce gradient d'oxydoréduction va être utilisé pour produire dans ce compartiment un gradient de protons. Et ce gradient de protons va lui-même s'abaisser en faisant diffuser les protons de cette partie de la mitochondrie vers cette partie de la mitochondrie, en activant cette partie rotative ici de la machine moléculaire. Étape suivante, après la mécanique de rotation, celle-ci entraîne une déformation dans la tête catalytique de l'ACT synthase, et cette déformation mécanique va induire la formation de la liaison phosphate entre un adénosine diphosphate et un phosphate pour former l'ATP. Donc vous voyez que vous avez une cascade en fait, de gradients d'énergie qui sont transformés les uns en les autres pour aboutir au départ d'un gradient redox jusqu'à la formation d'une nouvelle molécule via un aspect mécanique de la machine moléculaire. Donc de manière générale, et du point de vue énergétique, on peut tirer des grandes lignes directrices ou des grands points communs, des traits caractéristiques sur l'ensemble des machines moléculaires. Excusez-moi, d'abord elles sont capables de produire un travail mécanique. Ce travail peut être transitoire, ce n'est pas forcément la finalité de la fonctionnalité. On l'a vu ici, ça tourne à un endroit, mais la finalité c'est de la catalyse. On peut convertir différents types d'énergie. Les mouvements produits sont cycliques, c'est-à-dire que ces machines sont capables de refaire encore et encore le même mouvement et d'assurer la même fonctionnalité lorsqu'on les nourrit en énergie. On leur remplit leur réservoir en essence quelque part. Alors évidemment, s'il n'y a plus d'énergie, ensuite tout s'arrête. Et ça, c'est typique d'un système hors équilibre de la thermodynamique. Et ça, quand on va essayer de le reproduire de manière artificielle en chimie, c'est quelque chose qui va être très dur à réaliser. Alors elles sont aussi capables de faire d'autres choses, ces machines moléculaires. En particulier, on y pense peu, mais elles sont capables de copier le matériel génétique. Vous voyez ici une cellule en division au moment de la mitose. Vous voyez ici le centre de ces deux cellules, et puis au milieu, vous avez le matériel chromosomique, ici l'ADN condensé sous forme de chromosomes, et en vert, vous avez des microtubules qui sont des moteurs moléculaires macromoléculaires, des fils de traction qui vont avoir une dynamique et qui vont au moment de la division tirer sur ces chromosomes pour les séparer au sein de cellules filles. Donc là, on peut voir par microscopie optique la dynamique de ces machines moléculaires qui vont à un moment donné, ici, quand l'ensemble du système est prêt à subir la division, eh bien, tirer sur ces chromosomes et les séparer dans les deux cellules filles. Donc
qui est une partie importante de la reproduction du matériel génétique. L'autre partie très importante de la reproduction du matériel génétique, c'est la conversion de l'ADN et de l'ARN, donc des polymères d'acides nucléiques qui contiennent votre code génétique sous forme de 4 bases nucléiques, ATCG. Et le but du jeu ici, ça va être de réussir à transformer ce code d'acide nucléique en un code protéique. Et là encore, ce sont des machines moléculaires qui vont assurer ce travail, des ribosomes. La découverte, ou du moins la caractérisation par cristallographie des rayons X de ce ribosome a été démontrée en 2009, et les personnes qui ont travaillé là-dessus ont obtenu les prix Nobel pour ce travail. Donc le ribosome, en fait, ce sont 2 grosses sous-unités protéiques qui vont s'associer l'une au-dessus de l'autre. Vous voyez ici l'association pour former un espèce de macrocycle à travers lequel va passer une chaîne d'ARN ici. C'est cet ARN qui contient pour l'instant le code génétique. Et ce ribosome va ensuite, là encore, lorsqu'on va l'alimenter en énergie avec des dérivés, disons, proches de l'ATP, va se décaler sur ce brin polymère, étape par étape, pour lire l'ensemble des bases nucléiques du brin ARN. Et en même temps, amener en face de ces bases nucléiques la protéine correspondante, l'acide aminé correspondant en fait à un triplet de bases nucléiques pour transformer un code ATCG en un code valine, leucine, isoleucine, tryptophane, etc. Les structures chimiques qui composent les protéines qui elles-mêmes vont assurer l'ensemble des fonctions biologiques au niveau des systèmes vivants. Donc voilà ensuite, quand le système se met en place, c'est une très belle animation, là aussi qui a été réalisée à partir de véritables structures de rayons X. On voit l'ARN qui est lu dans la partie basse, en bleu, et la protéine qui sort de l'autre côté de ce nanorobot, en quelque sorte, qui est capable d'effectuer une synthèse chimique et de transformer un code avec un type de codage ADN vers un type de codage protéine. Qu'est-ce que peuvent faire aussi ces machines? Elles peuvent amplifier leur mouvement. Évidemment, là, quand je parle de rotation ou de translation, on parle de mouvements qui sont de l'ordre du nanomètre ou même inférieur au nanomètre. Mais si vous regardez le fonctionnement de votre muscle, vous êtes capable de produire des mouvements qui sont, eux, de l'ordre de la dizaine de centimètres, voire du mètre. Alors, comment ça se passe? En regardant la structure d'un muscle, on voit qu'il y a une organisation hiérarchique particulièrement remarquable, avec à l'intérieur de la fibre musculaire, enfin du muscle lui-même, des fibres musculaires, qui elles-mêmes sont composées de myofibrilles, et ces myofibrilles, là on descend à nouveau à l'échelle moléculaire, à l'échelle de la protéine, sont formées de myofilaments d'actine et de myofilaments de myosine. Alors on peut voir ici la dynamique ensuite qui est couplée à cet assemblage hiérarchique. Vous avez ici le moteur moléculaire qui est la tête de myosine, qui va là encore consommer de l'ATP, qui va produire un mouvement cyclique, comme toujours, pour aller attraper des parties d'un autre filament, le filament d'actine, et tirer dessus. Alors ça c'est au niveau d'une tête avec un déplacement d'1 nanomètre, mais ces têtes, vous les voyez ici, elles sont placées sur un ensemble de filaments de myosine qui forment un faisceau de filaments de myosine, et elles vont agir toutes de manière coordonnée, les unes avec les autres, pour tracter ici ces filaments d'actine qui eux-mêmes sont attachés à des structures ici qu'on appelle des disques Z à l'intérieur de sarcomères, et c'est l'ensemble du sarcomère ici qui va se contracter, vous voyez, à l'échelle du micromètre sur ce sarcomère. Et puis ces sarcomères vont être polymérisés les uns avec les autres dans les myofibrilles pour avoir des contractions jusqu'à l'échelle du 50 micromètres. Et puis dans la fibre musculaire, vous arriverez en centimètres et vous atteignez de cette manière l'échelle macroscopique. Donc ça, c'est une autre grande question. Est-ce qu'on va être capable, à partir de machines artificielles, d'amplifier leur mouvement et d'en tirer parti dans des matériaux qui seraient des matériaux actifs? Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes de réalisation chimique de machines artificielles? Alors ça tombe bien parce qu'en 2016, le prix Nobel a justement un petit peu reconnu ce domaine de recherche en chimie moléculaire et en chimie supramoléculaire en récompensant ces 3
personnes. Tout d'abord, je voudrais citer mon collègue à l'Université de Strasbourg, Jean-Pierre Sauvage, Fraser Stoddart à l'Université de Northwestern à Chicago, et Ben Feringa de l'Université de Groningen aux Néderlandes. Donc ces trois personnes ont réalisé les premiers prototypes, on va dire, de machines artificielles qui fonctionnent encore à minima. Vous allez voir, on n'atteint pas encore la complexité de ce qui peut être rencontré en biologie, mais quand même, ils ont vraiment insufflé un point de départ avec les premières réalisations et les premières applications de ce type de machines moléculaires dans le domaine de la chimie synthétique. Et notamment, ce qu'ils ont montré au départ, c'est que pour produire des mouvements, il allait falloir réussir à organiser des parties de molécules les unes avec les autres. Et ils ont notamment mis au point ce qu'on appelle aujourd'hui un nouveau type de liaison, hein, la liaison mécanique, c'est-à-dire une liaison où deux molécules sont tenues l'une avec l'autre. Ici, par exemple, un axe qui est rentré à l'intérieur d'un cycle, ici, où elles ne sont tenues non plus par des interactions électrostatiques, mais simplement par la topologie de l'objet. C'est-à-dire que si vous formez, par exemple, deux cycles l'un autour de l'autre, ces anneaux, vous n'allez pas pouvoir les séparer. Donc ça crée une sorte de liaison, parce que topologiquement, vous ne pouvez pas défaire cette liaison mécanique. Et ça, c'est Jean-Pierre Sauvage qui a commencé à travailler sur ces systèmes, pas du tout pour aller vers des machines moléculaires, mais un petit peu pour la beauté de la science et voir s'il était possible, synthétiquement, d'arriver à fabriquer ce type d'entrelacs ou de nœuds moléculaires. Alors, ce n'est pas du tout évident d'arriver à synthétiser un nœud à l'échelle inférieure au nanomètre. On ne peut pas manipuler ça avec des objets. Il faut que les molécules, quelque part, contiennent l'information ou qu'on leur fasse contenir l'information pour leur dire « maintenant, vous allez fabriquer des cycles qui vont s'imbriquer l'un avec l'autre ». Évidemment, vous pouvez imaginer de fermer des cycles moléculaires et que par hasard, une fois sur quelques milliards, eh bien, la statistique fasse que les deux cycles soient entrelacés. Mais il faut aller un petit peu plus loin. Et en allant plus loin, ce qu'a proposé Jean-Pierre Sauvage, eh bien, c'est d'associer ici un cycle bleu avec un demi-cycle rouge, en préassociant ces deux molécules à l'aide d'un atome de cuivre, ici, qui vient coordonner ces quatre atomes d'azote, et donc de préformer un objet auto-assemblé, quelque part, et ensuite seulement de venir fermer la partie rouge. Et puis ensuite, il suffit d'enlever l'atome de cuivre 1 pour arriver à ce qu'on appelle un caténane, c'est-à-dire un composé entrelacé de type 2 qu'on peut voir représenté ici. Alors quel est le rapport ici? Alors voilà aujourd'hui par exemple le type de structure qu'on peut fabriquer dans des nœuds moléculaires. On peut arriver à des choses très complexes, des trèfles, des pentèfles, etc. Alors quel est le rapport entre ça et la machine? Quel est le rapport entre ça et le mouvement? Alors voilà un exemple de Sauvage un petit peu plus compliqué. Vous avez à nouveau deux cycles entrelacés, les uns avec les autres. Et vous voyez ici que le cuivre, sous la forme de degré d'oxydation 1, est capable à nouveau de lier ces quatre atomes d'azote. Et ce qu'a montré Sauvage, c'est que simplement en changeant le degré d'oxydation du cuivre, c'est-à-dire en l'oxydant, par exemple, en enlevant un seul électron sur cet atome métallique, eh bien cet atome ne souhaiterait plus être coordonné par 4 atomes d'azote, mais par 5. Et vous voyez qu'ici, vous avez une entité en réserve d'un ligand vert qui va présenter 3 atomes d'azote et qui, s'il s'associe à la fois avec le bleu et le vert, permettra au cuivre d'avoir une géométrie avec 5 sites de coordination. Donc on peut comme ça, simplement en ajoutant ou en enlevant un électron dans le système, eh bien, faire bouger ces cycles les uns par rapport aux autres dans une direction qui reste aléatoire, mais en tout cas d'une position à une autre position, avec une rotation de 180 degrés d'un des cycles par rapport à l'autre. Alors on peut ensuite décliner ce mouvement d'une station vers une autre station dans différents systèmes. Fraser Stoddart, le second prix Nobel, a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle des rotaxanes, à savoir des axes qui traversent des cycles
et dans lequel on va placer ici des sites de fixation préférentiels au cycle, et donc le cycle va pouvoir passer d'une station à l'autre. Alors si les sites de fixation ont la même énergie pour le cycle, eh bien, on aura une distribution 50-50 des deux cycles sur les deux cycles. Et puis si on crée une différenciation entre les sites de fixation, là le cycle va se déplacer plutôt d'un côté que de l'autre. Et puis on pourra inverser cette association et forcer le cycle à bouger dans un état ou dans un autre. Donc on a une idée ici de système binaire, de 0 et de 1. Et d'ailleurs, ces molécules ont pu servir à stocker de l'information. Quand on l'utilise ensuite en très grand nombre, on peut chiffrer une information sous forme de 0 et de 1 par les positions moléculaires. Et on peut également changer cette information en créant ou via la production de mouvements. On peut, là j'ai représenté un ascenseur moléculaire qui avait été publié dans Science en 2004. Vous voyez que c'est quand même des travaux quand même relativement récents à l'échelle de la science et de la chimie. Vous avez un système un peu plus complexe avec 3 axes cette fois-ci. On peut fixer ça à une surface par exemple. Et puis 3 anneaux, un système tripode, où on peut placer les 3 anneaux soit en position basse, en les faisant associer au site bleu ici, soit en position haute, en les faisant associer au site vert. Ça a été utilisé par exemple pour relarguer ensuite des médicaments. En position basse, on va boucher des silices mésoporeuses qui contiennent des médicaments et qui sont bloqués dans les mésopores. Et en position haute, on va libérer ces médicaments à un moment donné, simplement en jouant sur l'action mécanique du système. Je vous ai parlé tout à l'heure du ribosome qui pouvait transformer un mouvement moléculaire en synthèse chimique. Donc là, c'est un exemple aussi relativement récent de David Lee qui cherche un petit peu à mimer ce ribosome. Alors on en est très loin. Mais l'idée est la suivante. On prend à nouveau un axe avec un anneau ici. Alors voilà la vraie molécule. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous imaginez quand même que c'est relativement difficile à synthétiser. Il y a beaucoup d'atomes. Vous voyez l'axe ici. Vous voyez le macrocycle en bleu ici qui entoure cet axe, qui est ici. Et puis vous voyez des parties vertes, rouges et violettes ici, qui sont représentées ici par les boules vertes, violettes et rouges, pardon. On ne voit pas bien les couleurs, il y a peut-être une inversion de couleurs ici d'ailleurs. Et le but du jeu ici, ça va être de coincer le macrocycle dans cette partie, qui ne va pas pouvoir migrer à gauche ici de cette partie encombrante, ni à droite de cette boule verte, pour des raisons simplement topologiques, mais de pouvoir faire réagir cette partie verte sur le haut du cycle bleu. Donc en fait, quand le cycle bleu va arriver ici, il va charger sur son dos cette boule verte, et il va libérer le passage qui était bloqué par la présence de la boule verte. Et il va pouvoir glisser jusqu'à la boule violette. Et à nouveau, capter la boule violette en l'enchaînant à la boule verte, on voit ici la chaîne en extension, et se déplacer jusqu'à la boule rouge, etc. Donc on a un code ici, comme dans le cas du ribosome sur l'ADN, qui est contenu sur l'axe, et quand le macrocycle se déplace, il fait une réaction chimique, et il transfère ce code chimique sur une nouvelle molécule ici, et puis à la fin, le système se sépare de lui-même, et vous avez ici le code maintenant sur l'anneau qui était contenu sur l'axe. Alors nous, on s'est intéressé à la possibilité d'amplifier ces mouvements en particulier, donc d'essayer de combiner des molécules à liaison mécanique, et plus particulièrement ici ce qu'on appelle des C2 daisy chain rotaxane. Voilà, c'est une topologie particulière qui est un petit peu plus complexe que précédemment. Vous voyez que dans cette topologie, on a un cycle qui est attaché à un axe, et cet axe pénètre un second cycle qui est lui-même attaché à un autre axe. Donc on a un système interpénétré de 2 axes avec 2 cycles, et on va avoir une association préférentielle de ce cycle, par exemple, sur la station ici orange. Et dans ce cas-là, on va avoir une forme étendue de ce rotaxane. Et puis quand on va changer l'affinité du macrocycle, en changeant la réponse quelque part de la station orange pour une station verte, on va supprimer l'association de cette station avec le macrocycle, et le macrocycle va glisser ici sur la station la plus favorable à l'association, la violette, et contracter
cette molécule par une distance de 1 nanomètre. Donc ça avait été montré aussi par Sauvage en 2000. Il avait appelé ce système un muscle moléculaire qui peut se contracter et s'étendre sur 1 nanomètre. Et nous, ce qu'on a fait assez récemment, c'est qu'on a réussi à polymériser ce type de chaîne Rotaxane sur des milliers d'unités, c'est-à-dire qu'on a pris une unité de ce type et on l'a associée 1000 fois les unes avec les autres pour produire des très longues chaînes polymères, et on a mesuré le changement de taille de l'ensemble de la chaîne polymère. Et on s'est aperçu qu'effectivement, le changement de taille sur l'ensemble de la chaîne polymère correspondait au nombre de monomères contractés à l'intérieur de la chaîne polymère. Donc on a vraiment une sommation ici de tous les mouvements individuels jusqu'à une échelle qui, dans le cas d'une chaîne polymère unique, va atteindre la dizaine de microns. Donc vous voyez qu'on peut franchir déjà quelques ordres de grandeur dans des chaînes polymères en couplant les machines moléculaires les unes avec les autres pour aller du nanomètre à la dizaine de microns. On peut ensuite assembler ces chaînes les unes avec les autres, un peu à la manière dont les fibres des muscles s'associent au sein des muscles même. Et on peut voir ici une image par AFM qu'on a obtenue, où ces polymères sont visibles ici, associés dans une compaction assez dense au niveau d'une mésophase, qui elle-même va pouvoir se contracter. On peut même voir à l'intérieur ici, la résolution est suffisante par microscopie à force atomique pour voir les boules ici qui correspondent à ces objets Rotaxane. Et on peut aller plus loin, on peut ensuite réticuler ces systèmes. Alors là, on va créer des réseaux de polymères, on va greffer les chaînes polymères les unes avec les autres pour obtenir un système complètement réticulé qu'on va pouvoir faire gonfler dans un solvant. On va obtenir maintenant des matériaux qui sont macroscopiques, donc à l'échelle du centimètre cube, à peu près, et on va pouvoir mesurer les contractions et les extensions de ce matériau suivant la position de ces chaînes moléculaires au niveau des machines individuelles, jusqu'à l'échelle macroscopique. Donc ça, c'était aussi une première, de pouvoir observer un mouvement à l'œil nu qui était créé en fait à l'échelle du nanomètre par la machine. Autre exemple de machine, j'ai parlé aussi tout à l'heure du ribosome comme un exemple de nanorobot. Bon, un robot tel qu'on le connaît à l'échelle macroscopique, c'est une machine typiquement avec un bras qui est capable de transporter un objet dans un site particulier pour effectuer une fonction particulière. Et ce qu'a réalisé ici David Lee à Manchester assez récemment, c'est la formation d'un nanorobot. Alors cette fois-ci, on n'a plus de liaison mécanique, on a simplement ici une liaison qui est commutable entre deux positions, gauche ou droite. Et vous voyez qu'en commutant ici cet axe, gauche ou droite, on va pouvoir déplacer un bras, soit à gauche, soit à droite, de ce support qui est également un support moléculaire. Je ne vais pas vous représenter ici la structure de la molécule, mais c'est l'image générale. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce bras ? On va pouvoir accrocher au bout de ce bras une molécule, et puis on va pouvoir, suivant que la molécule est à droite, enfin à gauche dans ce cas-là, ou à droite de cet axe, avoir des liaisons ici réactives qui vont se mettre en place et faire subir à cette molécule des transformations chimiques. Et ce qui a été montré ici par David Lee, c'est qu'on allait pouvoir coder exactement la nature des transformations chimiques qui allaient être faites sur cette molécule, suivant qu'elle se plaçait à gauche et à droite, mais aussi suivant l'ordre dans lequel on allait d'abord les faire réagir à gauche puis à droite, ou bien d'abord à droite puis à gauche. Donc on va avoir ici une série de transformations chimiques qui peuvent être codées simplement sous la forme d'un algorithme, et suivant l'ordre dans lequel on va suivre cet algorithme, en sortie, on va pouvoir obtenir 4 molécules différentes. Alors, je vais peut-être le montrer sur une très jolie animation donc, de mon collègue de Manchester, qui parle plus certainement que les petits dessins. Voilà, on programme cette machine, on a un bras. Alors tout ça, c'est une molécule unique qui capte une molécule sur laquelle on va faire des transformations chimiques. Et puis, on a une transformation chimique. Vous avez vu, là, la boule jaune est arrivée par l'arrière, la boule orange par l'arrière. Ça donne un type de molécule. Si maintenant je code différemment mon système, je vais d'abord faire ma première transformation à gauche,
eh bien, le bras va emmener ma molécule à gauche et faire cette fois-ci arriver la boule jaune par l'avant. Il va amener le système à droite et la boule orange par l'arrière. Voilà, et comme ça, on va pouvoir avoir toutes les stéréochimies, c'est-à-dire toutes les combinaisons de boules jaunes et oranges qui arrivent par l'avant ou par l'arrière de façon très précise et synthétiser des molécules différentes à l'aide de ce nanorobot. Et ça, c'est des molécules, ce qui est intéressant évidemment, c'est que ces molécules-là, on ne peut pas les faire autrement que si on passe par l'utilisation de ce nanorobot. On n'arrive pas à contrôler suffisamment précisément la stéréochimie sur ces molécules pour les faire autrement qu'avec cette machine. Alors tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent fonctionne à ce qu'on appelle l'équilibre thermodynamique. C'est-à-dire qu'en fait, on change les conditions environnementales dans lesquelles on place la molécule et la molécule va effectuer son mouvement pour se trouver dans les conditions les plus stables dans ce nouvel environnement. Mais ce que je vous ai dit au début sur les machines moléculaires, c'est qu'elles étaient capables de cycler un mouvement de manière continue lorsqu'on leur fournissait de l'énergie. Et ça, c'est totalement différent. C'est ce qui caractérise les systèmes hors équilibre thermodynamique. Et pour produire ça à l'échelle moléculaire, c'est très compliqué, notamment en raison du mouvement brownien et de la viscosité dont je vous ai parlé précédemment. Alors, la manière de résoudre ce problème a été tout d'abord proposée par un certain nombre de physiciens. Et je dirais que Richard Feynman, que vous connaissez certainement puisqu'il a été prix Nobel de physique sur l'électrodynamique quantique, s'est intéressé à ce problème du cliquet brownien, qui est représenté ici par une expérience de pensée qu'il a popularisée. Il n'a pas été le premier à la mettre à jour, mais il l'a popularisée. Il a surtout calculé exactement les besoins énergétiques qui seraient nécessaires à faire fonctionner un tel cliquet brownien, et qui peut être expliqué de la manière suivante. Si j'ai un axe ici, alors on imagine que ça représente une molécule, on est à l'échelle du nanomètre. Si cette molécule a un axe, qu'à cet axe j'enroule une corde et un poids, si je veux essayer de produire un travail, il va falloir que j'arrive à monter, par exemple, ce poids. Alors la première idée, c'est de se dire, je vais avoir au bout de cet axe des pales. Ces pales vont être constamment dans un fluide en collision avec les molécules de ce fluide, par exemple les molécules de solvant dans le mouvement brownien, et les chocs vont faire que ces pales vont tourner. Alors vous vous rendez bien compte que les pales vont tourner soit à gauche, soit à droite, et que vous n'allez pas arriver à faire monter le poids dans ce cas-là. En revanche, si maintenant à gauche de cet axe, j'installe une roue dentée, avec un cliquet ici, attaché à un ressort, quand ma roue dentée va tourner vers la gauche, en raison de la dissymétrie ici de cette dentition, je ne vais pas pouvoir revenir en arrière. Et donc, à chaque fois que j'aurai un mouvement produit vers la gauche, le système va tourner, et puis il ne pourra pas revenir vers la droite. Alors ça pose un problème, c'est qu'il y a violation du second principe de la thermodynamique, qui veut que vous ne pouvez pas diminuer l'entropie dans un système. Or, si vous créez un mouvement ici du poids, ça veut dire que vous allez diminuer le désordre au niveau de la machine, et si vous n'avez pas quelque part d'ordre à donner dans le milieu environnant, vous n'allez pas pouvoir réaliser thermodynamiquement ce processus. Alors il y a néanmoins une solution, c'est d'avoir un gradient de température, c'est-à-dire qu'ici la température dans le compartiment où se trouvent les pales et le compartiment où se trouve la roue dentée ne soient pas à la même température. Et là, on va pouvoir utiliser le gradient de température pour pouvoir faire monter l'objet. Mais là, évidemment, se pose le problème d'arriver à créer un gradient de température à l'échelle du nanomètre. On voit bien que ça va être très compliqué. Alors, il y a une deuxième solution, c'est d'utiliser des énergies différentes dans le compartiment ici T1 et dans le compartiment qui contient la roue dentée. Et ça a été montré par Ben Feringa, donc le 3e prix Nobel dont je vous ai parlé au début de cette conférence, qui a été le premier en 1999 à créer un moteur moléculaire rotatif qui va pouvoir, lui, lorsqu'il reçoit deux types d'énergie, de la température qui est amenée par le mouvement brownien, donc là on va se servir du mouvement brownien désordonné
pour fournir de l'énergie au système. Et d'une deuxième source d'énergie, la lumière, qui va avoir pour effet ici eh bien, de commuter ce qu'on appelle une double liaison ici en cis et en trans, c'est-à-dire de lui faire des tours de 180 degrés, eh bien, va permettre en fait d'obtenir un processus de rotation. Alors c'est très compliqué ici à rentrer dans les détails parce qu'il faudrait parler un petit peu trop de chimie, je dirais. Mais vous voyez, vous avez un premier processus ici où vous tournez la partie haute de 180 degrés, qui est photochimique, et ensuite vous allez avoir une étape où cette partie qui est en avant du plan de l'écran, ici la partie supérieure, va passer en arrière du plan de l'écran, ici qui est représenté en pointillé, et cette énergie, ici, c'est la température qui va vous permettre de la franchir. Et puis à nouveau un processus de photoisomérisation et un processus d'inversion d'hélice. Donc c'est ce que vous avez ici, photoisomérisation, inversion d'hélice. Pourquoi ça tourne que dans un sens? Eh bien parce que vous avez sur ces carbones, ici et ici, simplement un CH3, une unité méthyle, qui est positionnée de manière chirale, c'est-à-dire uniquement vers l'avant ici et uniquement vers l'avant ici. Et ça va créer une dissymétrie de l'espace qui va faire en sorte que ces deux molécules n'ont pas vraiment la même énergie et que ce cliquet brownien va toujours avoir lieu dans le même sens. Donc on va pouvoir comme ça cycler ce mouvement de rotation. Alors il a fait plein de choses avec ça. Un exemple relativement, on va dire, intéressant ou qui parle, c'est celui d'une nanovoiture qui a été évidemment particulièrement difficile à synthétiser, mais vous voyez ici que cette nanovoiture est formée d'un châssis, que vous pouvez avoir à ce niveau, et sur les 4 coins de ce châssis, de 4 moteurs moléculaires. Ces moteurs vont pouvoir rentrer en rotation ici au niveau de ces doubles liaisons, et on va supposer ensuite qu'ils peuvent avancer sur une surface. Alors vous vous rendez compte que si vous regardez une voiture, quand vous êtes dans votre voiture, si vous regardez la roue droite, avant-droite, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais si vous regardez la roue avant-gauche, elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc le sens de rotation du moteur ici doit être opposé au sens de rotation du moteur ici, et pareil pour l'arrière de la voiture. Donc il a fallu vraiment contrôler très précisément la stéréochimie sur ces objets, c'est pour ça aussi qu'ils sont très difficiles à synthétiser, pour pouvoir réaliser ce moteur. Et là, on ne l'a pas excité, on ne lui a pas fourni de l'énergie lumineuse. Dans ce cas-là, on lui a fourni un potentiel d'énergie électrique, ici, avec une pointe STM, ici, bon, qui fait en même temps, permet d'imager la molécule. Et on a imagé le mouvement des trajectoires de cette molécule à des surfaces d'or. Et on a pu montrer qu'elles avançaient avec une direction qui était balistique, en fait, dans le sens de rotation des moteurs. Bon, si vous allez à Groningen, vous verrez que depuis le prix Nobel de Feringa, on peut trouver dans la rue, c'est déplacé régulièrement, une statue de la nanomachine de Feringa, grandeur macroscopique. Alors récemment, une des applications de ces machines, ça a été de les insérer dans des membranes de cellules cancéreuses, de ces moteurs, je dirais. Vous voyez ici une partie qui sert d'ancrage à la surface de la membrane, et puis une partie moteur qui vient à l'intérieur de la membrane cancéreuse. Et quand le moteur est activé par la lumière, on a une perforation ici de la membrane de sa cellule, et on peut voir ici, en microscopie optique, eh bien, le cytoplasme qui sort de la cellule, et donc il y a mort cellulaire. Alors nous aussi, on s'est intéressé à ces moteurs pour essayer à nouveau d'amplifier leur mouvement, mais cette fois-ci dans un système hors équilibre. C'est beaucoup plus complexe que ce que je vous ai présenté avant, mais l'idée a été 5 minutes, d'accord, a été d'attacher à ces moteurs ici, avec les parties bleues et rouges qui peuvent tourner l'une par rapport à l'autre, des chaînes polymères, de réticuler ces chaînes polymères ici dans un gel chimique. Donc ça, c'est une représentation schématique de ce gel, avec des réseaux de chaînes polymères complètement réticulés, et avec des moteurs en rouge et bleu. Et ce gel, on voit, quand les moteurs tournent, va être capable, là aussi c'était la première observation macroscopique d'un mouvement, d'un vrai moteur moléculaire qui fonctionne en équilibre,
Donc à cause de la topologie bien particulière de ce réseau, on va pouvoir faire tourner ces moteurs, enrouler les chaînes polymères et contracter le matériau à l'échelle macroscopique jusqu'à 20% de sa taille initiale dans ce cas-là. Alors comment est-ce qu'on peut faire ensuite pour créer un muscle, c'est-à-dire que ce système à la fois se contracte et s'étende, alors que le moteur ne tourne que dans un seul sens? Donc on a fait des systèmes un peu plus complexes, où on a inséré ce qu'on appelle un modulateur en plus du moteur. Et l'idée, c'est la suivante, c'est de dire, si, là j'ai simplement pris un modeur et un modulateur, hein, et il faut imaginer ça dans un réseau complet, si mon moteur est capable de tourner et que le modulateur est bloqué pendant que le moteur tourne, par exemple en irradiant la lumière UV, on va contracter le système, les moteurs vont se rapprocher. Et si j'ai une longueur d'onde orthogonale à la première qui va être capable de faire que le modulateur déroule le système qui a été enroulé par le moteur, je vais pouvoir avoir une extension de mon matériau. Alors je vais passer là aussi les détails de la chimie, ça c'est les structures du modulateur. Alors effectivement on peut activer le moteur avec de la lumière UV, activer le modulateur avec de la lumière visible, et on arrive maintenant à un système de gel qui est complètement réversible, qui peut s'étendre ou se contracter suivant la longueur d'onde qu'on utilise. Je vais passer là-dessus. Et on peut aller un petit peu plus loin. On peut ensuite utiliser des quantités de lumière variables, avec des proportions variables au même moment, c'est-à-dire à la fois irradier dans l'UV et irradier dans le visible, et faire tourner avec des fréquences bien particulières, à la fois le moteur et le modulateur. Et là, on va avoir un système qui va pouvoir atteindre des états photostationnaires hors équilibre, où la contraction globale du système, on voit ici la contraction globale du système avec des points qui ont été mesurés, qui dépendent de cette proportion UV visible. On peut changer par exemple la distance de la lampe au gel. Et on va donc avoir des moteurs qui tournent avec une fréquence donnée et des modulateurs qui déroulent le système à une fréquence donnée. Donc la contraction globale va être un rapport de fréquence. On va donc pouvoir régler ce muscle moléculaire par modulation de fréquence et avoir là vraiment des matériaux d'un type complètement nouveau, donc qui utilisent l'énergie lumineuse pour la transformer directement en énergie mécanique et en régulant leur réponse macroscopique par cette modulation de fréquence. L'autre image qu'on pourrait avoir de ce système, c'est un petit peu une voiture. Vous avez un moteur qui actionne l'arbre de transmission, et l'arbre de transmission qui transmet le mouvement aux roues. Ça se passe très bien tant que vous avez le système qui est embrayé. Et le modulateur, c'est un petit peu le débrayage du système, où vous allez couper la possibilité de transmission au système et empêcher cette rotation de se faire. Voilà, donc pour conclure, on peut créer et contrôler du mouvement à partir de machines moléculaires, malgré les difficultés qui se présentent à ces échelles. Pour ça, on peut utiliser des nouveaux types de liaisons qui ont été définis comme des liaisons mécaniques avec des topologies bien particulières. Quand on veut travailler hors équilibre et s'affranchir de la statistique du mouvement brownien, eh bien, on peut imaginer des systèmes de cliquets moléculaires tels que imaginés par Feynman et réalisés par Feringa. Et puis, on peut intégrer aujourd'hui l'ensemble de ces machines dans des matériaux. Alors, il n'y a pas encore d'application sur le marché, bien sûr, mais on peut coupler cette chimie des moteurs moléculaires à la chimie des polymères, qui, eux, ont beaucoup d'applications sur le marché. Et on peut donc imaginer créer des vrais systèmes actifs jusqu'aux échelles macroscopiques qui peuvent même réussir à fonctionner hors équilibre, par exemple en transformant directement des photons, donc une énergie très propre, lumineuse, en travail mécanique, bien sûr en créant des systèmes qui sont là pour le coup assez complexes, pour les chimistes en tout cas, peut-être moins pour les biologistes, et qui fonctionnent avec des modes d'action tout à fait originaux, comme je l'ai montré dans le dernier cas, par exemple par modulation de fréquence. Voilà, donc j'en ai terminé. Je voudrais remercier les collaborateurs de mon équipe de recherche à l'Institut Charles Sadron qui ont travaillé sur la chimie que j'ai présentée brièvement aujourd'hui, et aussi les collaborateurs externes, notamment pour les caractérisations physiques. On travaille aussi avec des physiciens
les physiciens de la matière molle, des gens qui font la diffusion du rayonnement, de la lumière, des neutrons, des rayons X, etc. Et l'ensemble des supports financiers. Je vois que mon téléphone sonne, donc ça fait 45 minutes 00. Et je vous remercie pour votre attention.